Salut Joaline, merci d'être là pour parler de ton travail aujourd'hui. Je t'ai contacté justement parce que tu fais quelque chose dont on n'a pas trop parlé encore en vidéo. Donc la partie surface de la 3D, donc le côté, si j'ai bien compris, etc., le côté vraiment texturing, je pense qu'on peut dire que c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc voilà, on va parler un petit peu de ton parcours et ensuite regarder sûrement quelques images pour comprendre un petit peu ce que tu fais. Et voilà, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques phrases, quoi, expliquer comment t'en es venu à travailler dans l'animation et surtout pourquoi ce secteur en particulier, parce qu'il y a plein de choix, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a amené vers justement le côté surface? Eh bien, déjà, merci de m'avoir invité à faire cette discussion, parce que c'est toujours intéressant d'échanger sur ces sujets-là. Ça peut toujours inspirer et donner des infos à des gens qui voudraient se lancer. J'espère, oui. Pour me présenter, je m'appelle Joaline, j'ai bientôt 28 ans. J'ai recommencé mes études, en fait, un peu sur le tard, j'allais dire. Mais en fait, j'avais déjà commencé par un parcours de cinéma, enfin, non pas d'animation, un cinéma classique. Oui. À la fac, où j'ai voulu apprendre un peu les bases pour le langage du cinéma, le langage de l'image. J'avais pas vraiment trouvé qu'est-ce que je voulais faire avec ce cinéma-là. J'étais pas très très inspirée, donc en fait j'ai repris mes études un peu plus tard pour faire du cinéma d'animation parce que j'avais besoin de retrouver un univers qui raconte un peu des histoires, euh, on va dire plus fantasques, qui font un peu plus rêver que des fois le cinéma classique. Après, c'était dans mes idées à moi. On peut faire aussi des super histoires avec un cinéma live, mais en animation, il y a beaucoup de styles, beaucoup de recherches visuelles qui peuvent être très intéressantes et surtout les univers sont assez cohérents quand ils sont bien recherchés. Et Euh, surtout, on peut partir donc plus c'est pour ça que facilement dans des trucs plus complexes pour faire des choses qui ont vraiment de la gueule visuellement, tout ça. C'est relativement plus simple en animation que de le mettre en place avec vraiment de vrais décors, de vrais acteurs, de vraies caméras. Donc il y a une lourdeur qui est en moins, même si évidemment ça reste très très compliqué à mettre en place, il y a beaucoup de gens, etc. Mais c'est beaucoup plus facile de partir dans plein de sens, dans plein de délires visuels, etc. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. exactement. Du coup, j'ai bien aimé ce côté-là et aussi ce côté de fabriquer les choses, on va dire soi-même, c'est-à-dire qu'on a accès à tous les métiers du cinéma dans son ordinateur. Ce Mhm. qui n'est pas forcément le cas quand on est un technicien dans le cinéma live où on a un poste attitré et c'est un peu difficile de se dire tiens, je veux être chef lumière et demain je vais être chef déco. Alors que là, quand on vient d'une école où on s'est formé aussi tout seul, mais qu'on est assez généraliste et donc on peut se permettre de bidouiller des choses soi-même de A à Z. Et ça, j'ai adoré ce côté de pouvoir crafter dans un Ouais. ordinateur. Concernant l'école, justement, tu as fait l'ESMA. Donc l'ESMA, c'est une école assez connue dans la 3D en France, une des plus connues, je pense. Et donc, comment ça s'est passé là-bas? Parce que, je crois qu'il y a que de la 3D. Il y a peut-être de la 2D maintenant un petit peu, mais je sais pas si au moment où tu y étais, il y avait que de la 3D. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers ce parcours-là? Et justement, est-ce que tu as aussi dû apprendre à modéliser, enfin modéliser, je crois que tu continues de le faire dans ton travail, mais à faire de l'animation, etc. Est-ce que ça faisait vraiment partie du cursus de devenir généraliste, comme tu dis? Oui, déjà j'ai choisi l'ESMA parce qu'elle m'a un peu tapé dans l'œil. Je dois dire que à cette époque-là, quand j'ai recommencé mes études, j'ai eu de la chance parce que l'école avait ouvert un an avant que je décide de reprendre dans le cinéma Ouais. d'animation à Lyon. Et du coup, ils offrent un parcours complètement généraliste. Et à ce moment-là, j'avais aussi envie de faire quand même de la 2D parce qu'il fallait, pour moi, continuer à explorer des choses en 2D à côté. Et en fait, ils offrent un parcours complet où tu apprends quand même encore à dessiner, où il y a... En fait, on ne croit pas, mais dans cette école, il y a beaucoup de 2D. Et ça peut Ouais. perturber au début, surtout quand on n'a pas... Il y en a qui n'ont pas la fibre, ils n'ont pas envie de dessiner, mais en fait, c'est la première étape avant de faire de la 3D, c'est de se conceptualiser les choses. Donc là-bas, il y a ça. Je sais qu'en école, enfin, la première année, enfin, la prépa, il y a énormément de 2D, surtout pour se préparer à aller dans le cursus 3D. Moi, je Ouais. ne l'ai pas fait, je suis rentrée directement en première année parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas encore ouvert cette classe. Et moi, comme j'avais déjà fait des études et du dessin à côté, j'ai pas eu besoin de passer par là, mais je pense que c'est une étape vraiment nécessaire et qu'il faut pas mettre ça de côté Hmm. quand on veut faire de la 3D. Bah, en fait, on peut faire de la 3D sans dessiner, mais c'est toujours un plus de savoir le faire, d'autant que la 3D, ça reste de la 2D, donc en animation et tout, il y a quand même cette question de silhouette, de
staging, de où est-ce qu'on met les éléments, tout ça, ça reste des choses sur la composition d'image, quoi. Donc avoir de la 2D, c'est toujours un plus. Après, c'est pas obligatoire si on est vraiment pas du tout attiré par le dessin et qu'on sait pas en faire. C'est pas vraiment un problème pour devenir animateur ou animatrice 3D ou travailler dans le modeling et tout ça, quoi. Mais c'est toujours un plus pour rien que pouvoir expliquer ce qu'on veut faire avant de passer dans le dur à modéliser un truc. Faire un croquis, ça peut vraiment débloquer des situations. C'est ça, oui. Bah, c'est pas impossible du tout de faire de la 3D sans avoir à dessiner à côté. Mais c'est sûr que, comme tu dis, c'est un vrai plus de se. Et puis, ça dépend aussi des profils, mais quand on a envie de créer un petit peu, c'est vrai ce serait dommage de se limiter à toujours faire les concepts des autres. Hmm. Surtout qu'en école, on essaie de développer ça, c'est-à-dire son propre. Après avoir appris des bases quand même solides, on développe son propre style, j'allais dire, si on y arrive un Ouais. petit peu. Et, c'est agréable de des fois faire un petit crowbar de quelque chose et puis hop, on le revoit après en 3D. Puis il faut pas non plus se dire tiens, c'est pas assez beau, non, tant pis, hein. Des fois on fait des dessins ou des choses un peu moches, mais en fait c'est ça qui aide à Oui, ça construire le fait projet, partie. c'est pas obligé d'être parfait. C'est ça. Et justement, dans l'école, tu as travaillé sur un court-métrage, donc je sais pas combien de personnes vous étiez, mais j'imagine que c'est entre 3 et 5 la plupart du temps en école. Et comment ça s'est passé là-dessus? Est-ce que c'est là-dessus que tu as pris un peu ce rôle de t'occuper plus de la partie texture et tout? Est-ce que c'est là que tu as trouvé goût à ça? Ou est-ce que c'était avant, après? Les courts-métrages, c'est aussi ça qui m'a donné envie d'aller dans cette école parce qu'ils ont une très très bonne communication sur les films étudiants. C'est ça qui convainc aussi de se dire tiens, il y a beaucoup de films qui sortent et ils sont tous de quand même de grande qualité. Et en fait, sur le film de fin d'études, on choisit un peu ce on veut faire, enfin, selon quoi on veut se spécialiser, même si c'est pas définitif pour l'avenir. Et c'est vrai que moi, j'avais plus choisi le côté surfacing, enfin, le texturing et le shading, choisir les valeurs, les maps pour la peau ou alors pour des objets, et, ainsi que leur réaction à la lumière, c'est plutôt le shading. Mhm. Et je trouvais ça très intéressant de le faire. Après, ça s'est quand même construit tout au long du cursus, cette envie d'aller vers la texture. Oui, parce que ça, c'est un des trucs, bon, dans la 2D aussi, mais dans la 3D, il y a un côté beaucoup plus technique, parce que j'ai l'impression, peut-être que c'est une mauvaise impression, mais qu'il y a justement cette complexité, plus des paramétrages des choses, etc., qui peut venir assez rapidement. Éclairer une scène en 2D, ben voilà, on la colore, et puis voilà, alors qu'en 3D, il y a quand même cet aspect vraiment très technique. Et ça, c'est un truc qui t'attire aussi, j'imagine, le côté logiciel et tout. Est-ce que c'est des choses que tu faisais aussi un petit peu avant, le fait d'aller bidouiller des logiciels, d'apprendre à utiliser Blender ou des choses comme ça, déjà de base, ou c'est venu plus avec l'école, ça? Non, ça c'est venu avec ma curiosité au moment où je me suis Oui. dit oh là là, qu'est-ce que je voudrais faire en fait dans le cinéma. Et après j'ai vu qu'on pouvait faire tout ça évidemment sur des vidéos, des tutos, qu'on pouvait faire utiliser des logiciels pour faire tout ça, mais je me suis pas lancée. En fait, je me suis dit si je choisis de faire une école, je vais commencer de zéro. En plus, on nous réapprend toutes les bases, donc des fois on bidouille un peu chez soi, c'est utile, mais de toute façon on revoit tout. Donc je me suis pas sentie démunie en arrivant à l'école. Ah, j'ai pas Hmm. touché à ce logiciel. Non, non, au contraire. Et ça me faisait très peur quand même de commencer sur les logiciels, je dois pas mentir, parce que tu te dis, ça, c'est qui tout double. Soit j'adore, soit je vais détester ça et je vais être frustrée. Ouais. Mais en fait, je me suis accrochée parce que c'est très stimulant et c'est ça aussi que je cherchais dans un métier en général. C'était le côté, le défi, d'être tout le temps alerte, de se surpasser mentalement, de faire des choses un peu folles, quoi. Hmm. Oui, c'est ça. Et puis, donc sur ce court-métrage-là, est-ce que, enfin, vu que vous étiez une petite équipe, j'imagine que tu as aussi participé à l'histoire et tout, parce que j'ai vu juste la bande-annonce du film sur la chaîne Esma. Je sais pas si le film est dispo quelque part déjà, ou si, vu que c'est assez Non, il récent, n'est pas encore est-ce que sorti. c'est après, quoi? Ouais. Oui, il n'est pas encore sorti. Et j'ai oublié de répondre à ta question tout à l'heure sur le nombre de personnes. En fait, on était 9 Ah, quand même, ouais. sur Donc c'est notre une grosse film équipe étudiant. pour un Et court-métrage. Ouais. c'est plutôt des Enfin, grosses un équipes. court-métrage Ouais, étudiant, ouais. je dirais que c'est entre 6 et 9. Voilà. Ok. Et ça dépend de la taille des promos, des besoins pour des films aussi, s'il y en a qui veulent absolument travailler sur quelque chose, sur une histoire. Mais ça apprend pas mal sur la gestion d'équipe et les relations humaines, donc c'est chouette aussi. Parce que quand même, on est nombreux, donc il faut pouvoir Ouais. s'entendre. Et, mais ça s'est bien passé. C'était super intéressant. C'était tout ce qui était la pré-production du film, où on a pu
discuter en équipe justement du scénario. On avait quand même une base qui avait été votée pour commencer ce projet-là. Du coup, le film s'appelle Scums. Je vais le dire, c'est quand même un film, c'est un western en fait. Et autour de ce terme-là et de ce thème-là, on a développé quand même beaucoup d'idées. Et c'est pas facile en groupe de devoir tout rediscuter parce qu'en fait, l'avantage en école aussi, c'est que chacun a son mot à dire. Mais du coup, ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est Ouais. agréable parce qu'il y a aussi un esprit de créativité et on sait qu'on va pas forcément l'avoir plus tard aussi facilement quand on travaille sur les projets des autres, sur d'autres scénarios. Mais j'ai beaucoup aimé cette phase où on écrivait les personnages, où on avait leur background, leur histoire à écrire pour pouvoir après quand on a une base solide du personnage, le construire vraiment après en 3D, se dire mais il existe. Et on les appelle Ouais. d'ailleurs, on les appelle par leur prénom. Au bout d'un moment, on se dit mais oui, bien sûr. C'est nous on avait Brittle et Warren. On avait Brittle qui était un chasseur de primes hors pair et Warren évidemment un criminel, un criminel en fuite. Et Mhm. c'est vrai qu'on les appelle comme si on les connaissait. Donc ça c'est très drôle. Ouais, quelque part, bah, tu passes un an avec et tout, ça se construit, quoi. Ouais. Puis surtout, c'est plus simple aussi de dire juste le plan avec machin, etc., quoi. Et est-ce que ce court-métrage-là, enfin, comment s'est passée la transition justement? Parce qu'il y a différents parcours selon les gens, tout ça. T'en as qui vont faire un stage qui va ensuite débloquer le fait d'avoir un poste dans ce même studio, ou d'autres qui ont une période de creux et ensuite qui ont un poste. C'était comment pour toi la sortie de l'école et ensuite le fait d'arriver au studio où tu es maintenant, qui est ZAG? Oui. Alors la sortie de l'école, elle, elle se fait j'allais dire sur des fleurs, mais en fait, on a quand même une jolie cérémonie de fin d'études où justement on voit tous les courts-métrages et on sait qu'on va se lancer avec ça dans la vie active. Ça fait quand même une bonne carte de visite. Après, de ce que j'ai remarqué, c'est quand même beaucoup une question de chance de trouver quelque chose rapidement ou pas. Globalement, tous ceux qui sortent là de la promo, ils ont chacun leur spécialité, leur motivation et ils sont tous aptes à rentrer sur le marché et à aider les productions à faire leurs films. Mais voilà, faut tomber au bon moment de se dire là, ils ont besoin de moi et surtout ils me voient. C'est la visibilité aussi qui fait que. Donc, je pense que j'ai eu plutôt de la chance de trouver aussi rapidement. L'équipe de recrutement ZAG est venue directement me chercher parce Ouais. qu'ils avaient vu ma démo reel sur LinkedIn ou qui avait été republiée par le site 3DVF, qui est quand même un site assez chouette en termes de 3D. Ouais, 3D Il y a francophone, des c'est un articles peu très une grosse intéressants. référence, ça. Ouais. Exactement. Je dois avouer que ça m'a donné pas mal de visibilité à ce moment-là. Mais en plus, sur leur site, on peut très bien rentrer nos coordonnées en tant qu'étudiant et dire voilà mon CV, voilà ma démo reel, et après ils choisissent de le transmettre à des recruteurs directement ou bien de les publier. Parce que je ne savais Mhm. pas, moi je pensais que ça allait juste servir à passer un petit peu dans les données du site. Mais en fait, voilà, ça a été publié et ça m'a donné un peu une visibilité. Donc je pense vraiment c'est ça qui m'a aidé à trouver mon premier emploi dans la 3D et tant mieux. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'on t'a contacté avec, enfin, j'imagine que oui, mais avec un poste précis qui était celui-là? Parce qu'en fait, en voyant ta démo, ça peut partir sur différents types de postes finalement, qui restent autour de ça, mais c'est pas forcément sur une spécialité vraiment super précise. Donc, ils avaient besoin de toi sur du surfacing, sur une série en particulier ou un film en particulier. C'est pour ça qu'ils sont venus, C'est j'imagine. ça. Oui, Ok. ils sont venus me chercher pour faire justement du surfacing et du look dev. C'est ce que Ouais. j'ai dans ma démo reel, c'est-à-dire à la fois être capable de refaire des textures et, euh, et le rendu de lumière autour de ça pour un style précis, et aussi de chercher en look dev. C'est plus du look développement, donc de chercher plusieurs styles, plusieurs manières de faire les textures pour après choisir en fait. C'est une étape où on a beaucoup de propositions et on en choisit quelques-unes en fonction du rendu qu'on veut dans le film. Donc c'est pour ça que j'ai été recrutée pour un film d'animation qui a besoin de commencer à développer justement un style. Donc Et ça, je c'est dans la suis partie plus pré-production, du coup. T'as une partie où c'est dans alors la pré-prod et une partie où c'est plus tard. oui, le surfacing ça peut se faire
en pré-production et en production. Et le look développement, c'est plus en pré-production parce que c'est vraiment la proposition de tous les looks. Donc, Oui. c'est plus à ce moment-là. Donc là, actuellement, oui, c'est la pré-production. Alors, je suis allée chercher des projets qui ont déjà été publiés parce que pour l'instant, j'en ai encore qui sont en cours et d'autres qui peuvent pas encore être montrés. Donc, je commence Mhm. avec ce que j'ai déjà publié. Je voulais donner un petit exemple, oui, de ce que pouvait être le surfacing, le texturing shading, avec un portrait qu'on avait dû faire à l'ESMA, justement, en école. Donc là, tu as tout fait depuis la modélisation jusqu'au final, quoi. Oui, c'est ça. Un projet pour comprendre toutes les étapes, justement, pour créer un asset. Et, euh, et c'était un sacré challenge parce que, ben, en plus, il faut quand même arriver à donner une vraisemblance. Donc, on part justement de la modélisation et du sculpte pour retrouver toutes les bonnes shapes, le bon modèle sur lequel après on va appliquer nos textures. Et voilà, l'idée c'était de se rapprocher au maximum de ce qu'on pouvait faire en termes de réalisme. Et c'est vrai que ça apprend à observer cet exercice. C'était très intéressant. Et donc pour faire les textures, je sais qu'il y a un logiciel, alors je crois que c'est Substance, si je me trompe pas. Je sais plus, il Oui, y il y a a un logiciel en Substance. particulier qui apparemment est très très utilisé pour faire les textures. Donc ça, c'est un truc où j'aimerais bien en savoir un peu plus sur comment ça se passe. Est-ce que c'est à la fois des déformations de photos, de textures, et est-ce qu'il y a une partie peinture aussi dans la texture pour rajouter soi-même des éléments? Comment est-ce que c'est fait en fait pour avoir une teinte de peau vraiment avec du grain, etc., des choses comme ça? Eh bien, pour ce projet-là, c'était plutôt un logiciel spécialisé dans la projection de textures. Ouais. Donc, c'est plutôt Marie, le logiciel qu'on a utilisé. Je ne sais pas si on voit très bien, mais on est parti de photogrammétrie, c'est-à-dire de photos de notre propre peau, qui après a été projetée dans le logiciel, qu'on a projeté nous-mêmes par patch, afin de recréer la base de couleur de la peau. Et il y a, oui, deux travails, c'est-à-dire qu'on peut partir de photographie, mais malgré tout, on va rajouter quand même beaucoup de détails, j'allais dire à la main. Après, en faisant Ouais. un projet très réaliste, on est obligé quand même de prendre des photos pour coller au maximum Hmm. à ce qui est vraisemblable, même si on peut peindre un grain de beauté, évidemment. Après, dans Substance, ce que tu as cité tout à l'heure, Substance Painter notamment, on peut aussi faire ce type de projet, mais ils sont moins spécialisés dans la projection, donc c'est un peu moins pratique, mais on peut beaucoup peindre et c'est quand même très malléable, donc c'est agréable aussi de faire de la texture dedans. Parce qu'en 3D, oui, il y a ce côté couche qu'on va mettre les unes sur les autres et qui vont ensuite donner toute la texture justement et la gestion de la lumière et tout ça. Donc c'est une accumulation de différentes étapes dont on voit les noms ici. De toute façon, j'imagine qu'avec les noms, les gens peuvent aller chercher, voir un peu ce que ça veut dire plus en détail et tout ça. Mais voilà, c'est une superposition et de ce que je comprends, la normale, vu que je vois les couleurs comme ça, est-ce qu'on définit à ce moment-là ce qui va rebondir ou non à la lumière, tout ça? Parce que moi j'ai souvenir sur Blender d'avoir peint des éléments comme ça, en disant plus c'est rouge, plus il y a de particules ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un peu similaire à ça? Ou pas du tout? Là, la normale, d'ailleurs, on voit pas très bien sur celui-là. Je pourrais peut-être montrer sur un autre projet. Non, c'est plus ce qui permet de montrer un peu les volumes détaillés, que ça peut être du grain de peau, euh, ouais, un grain de beauté. Et c'est plus des informations de volume, la normale. D'accord. Ça passe un peu vite, mais on la voit ici. C'est toujours quelque chose qui m'a paru très, très pas flou, mais très technique et je me suis jamais plongé vraiment dans la décomposition des textures et tout ça parce que j'ai jamais été aussi loin dans la partie 3D. Je fais un petit peu de modélisation, mais pas vraiment plus que ça. Donc c'est toujours un truc où ça m'impressionne quelque part le côté on arrive à décomposer en différentes étapes, ensuite ça se place l'un par-dessus l'autre et j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs à penser quelque part, tellement de Oui, paramètres. il y a plusieurs étapes, mais en fait, il faut vraiment voir ça comme, on parle de texture et depuis tout à l'heure, mais voilà, ce sont des maps, ce sont des images dont on se sert pour donner des informations. Donc, il y a l'information de couleur, il y a l'information de spéculaire, donc de réflexion de lumière, Mhm. il y a l'information de transparence, de translucency, enfin, ça s'appelle le subsurface, mais c'est tout ce qui est Ouais. lumière à travers la peau, par exemple. Ça peut aussi être à travers du cuir.
il y a beaucoup d'informations à donner, effectivement, pour recréer ces effets de matière. Et à quel point tu as besoin de connaître justement les différentes matières et vraiment leur physique en fait. Je sais pas, j'imagine que ça va pas non plus dans de la science pointue pour avoir besoin. Enfin, t'as pas besoin de science pointue pour faire ça, mais à quel point toi tu vas te renseigner un petit peu quand même sur la physique des choses, juste comment ça fonctionne en fait. Déjà, ça commence avec beaucoup d'observations. Là, je reprends l'exemple d'un visage, mais on va observer, par exemple, je vais te donner l'exemple du rebond de lumière sur la peau. C'est quelque chose où il faut se rendre compte, il y a des zones où il y a plus de sueur, du coup, ça va forcément avoir une réflexion plus forte. Et tout ça, on le regarde avec de l'observation. Après, il y a beaucoup de ressources sur Internet qui sont physiques, qui donnent des indices qu'on peut rentrer directement dans les logiciels. Par exemple, ça c'est autre chose, mais pour les yeux, on va avoir la partie mouillée, la partie en vert, je dirais, et en fait, Mhm. on va chercher l'indice de réfraction euh, physique pour que justement en 3D, ça traverse et ça se déforme correctement, pardon, dans l'œil. Donc il y a quand même des choses à chercher. On peut pas juste inventer des données qui sont physiques. Bah, Après, il c'est y a ça quand parce même qu'il faut que ce soit vraisemblable quand on le voit. Après, j'imagine que selon le style, il y a aussi des choses qui peuvent être atténuées ou exagérées, mais il faut quand même que ça ait l'air réaliste. Donc il y a, enfin surtout dans le contexte là où c'est plus du réalisme qui est cherché, je pense. oui, Malgré c'est ça. l'aspect un Après, peu déformé, stylisé du personnage, on peut avoir des textures et un rendu de lumière réaliste, ce qui fait que ça va combiner les deux aspects finalement, ce qui est un des avantages de l'animation, comme on disait au début. oui, exactement. Et puis, à force de pratiquer aussi, on connaît un peu les valeurs à utiliser pour fabriquer ces maps. Euh, Là, je donne un exemple, mais par exemple, enfin, on voit que les zones qui sont plus sombres vont donner en fait cet aspect un peu plus mouillé du sang du personnage. Et c'est quelque chose qu'on sait au bout d'un moment, on sait que quand c'est plus noir, ça va donc être plus mouillé. Et, euh, Mhm. et c'est comme ça qu'on donne cet aspect rugueux ou plus lisse ou plus mouillé aux valeurs dans la spéculaire qu'on voit après Ouais. ici, par exemple. Et est-ce qu'il y a aussi des choses particulières par rapport au poil, à la barbe, aux cheveux, des choses comme ça? Des, est-ce que c'est un défi particulier par exemple ça, ou est-ce que c'est une partie où c'est pas vraiment toi qui le gère? Alors, sur ce personnage-là, ce n'est pas moi qui ai effectué le groom. Mais oui, c'est quelque chose c'est encore c'est un autre métier bien complet, le grooming où il faut bien connaître les aspects pour donner toute la forme aux cheveux, pour créer une chevelure qui fonctionne. Et aussi, en termes de shading, par contre, c'est d'autres paramètres, mais qui reprennent quand même la même logique, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que je vais mettre comme couleur, comment on va réfléchir la lumière, comment elle va transpercer le cheveu. Et donc le shading, c'est tout ce qui a un rapport avec comment la lumière va impacter telle ou telle surface. Oui, c'est ça. Oui, tu l'as bien résumé. C'est vraiment l'impact de la lumière sur l'objet et en fait, il y a beaucoup de paramètres qu'on peut gérer dans les shaders, c'est-à-dire qu'on va brancher nos textures et voir comment elles réagissent dans le shader et on peut un peu bidouiller, accentuer, rajouter de la variation, euh, tout ça en shading. C'est pour ça Ok. que j'ai mis surfacing dans le terme de ma démo parce que ben, pour moi, c'est extrêmement lié. Faire du surfacing, c'est voir le résultat de ces maps. Et donc dans les logiciels, j'ai vu que tu avais précisé dans ta démo, c'est un truc important à faire aussi, de préciser quel logiciel on maîtrise. J'ai vu qu'il y en avait pas mal, il y en a certains que je connais pas. Est-ce qu'il y a des choses en particulier à savoir sur les logiciels très utilisés dans cette partie-là du métier? Parce que je connais la plupart, mais il y en a quelques-uns que je connais pas encore. Spécialement dans le surfacing et le Ouais, LookDev. voilà, c'est ça. Quel outil tu utilises le plus et qu'est-ce qui est important de connaître finalement, ce sur quoi se renseigner si on veut se lancer là-dedans? Bah, moi, j'ai commencé sur Photoshop, donc des choses un peu à l'ancienne pour Ouais. traiter les maps. Mais ça dépend un peu des besoins, mais je dirais que Substance Painter est quand même assez chouette
pour justement avoir cet aperçu un peu rapide de je fais des maps et je vois aussi comment elles réagissent directement dans le logiciel à la lumière. Mhm. Marie peut être un peu plus compliqué. Il faut avoir aussi des fois des plugins en plus pour avoir vraiment tout complet et c'est un peu moins facile quand on débute, mais par contre, c'est aussi une super école parce on a un gros choix aussi par rapport à la projection des textures. C'est quand même très pratique aussi. En fait, c'est surtout quel budget on a à mettre, ça dépend parce que les étudiants aussi, s'ils veulent faire une école, il y aura le budget dans le prix qu'ils mettront dans l'école, mais s'ils sont tout seuls pour commencer, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc j'aurais dit peut-être commencer par Substance Painter parce qu'il y a un petit peu tout dedans. Et puis surtout, pour apprendre seul, je sais pas à quel point, enfin, je pense qu'on peut trouver, les gens peuvent trouver ça dans des banques en ligne, tout ça, mais vu que c'est quelque chose qui arrive une fois que le perso est modélisé et tout, il faut avoir forcément un perso modélisé. Sinon, on veut faire que de la texture et qu'on n'a pas la compétence modélisation pour l'instant, il faut le bien trouver quelque part pour travailler dessus, quoi. Exactement. C'est pas toujours D'ailleurs, évident après. est-ce que tu penses que enfin, j'imagine que c'est toujours un plus, mais à quel point le fait de savoir modéliser aide dans ce travail-là? Bah déjà, on comprend quand même un peu mieux les volumes. C'est quand même assez important. Et puis, la modélisation, ouais, c'est comprendre comment marche un objet aussi. Comment, on sait un peu comment on va le texturer quand on l'a modélisé. Après, il y a aussi toute la partie des UV, donc c'est le découpage pour les maps qui vont servir après à texturer. Donc, c'est bien aussi de le savoir. Et quand on fait du texturing, c'est bien aussi de savoir sculpter sur son personnage des détails, justement, que ce soit des cicatrices ou bien même sur un objet, sur une plante, on peut aller faire les nervures de la feuille en volume. Donc, faut quand même avoir ce côté, ouais, modélisation en main. Et juste pour préciser, quand tu dis UV, c'est quand on déplie le perso et qu'il est à plat. Il y avait quelqu'un qui avait expliqué ça d'une façon très visuelle, quoi, en disant enfin, si on a un chocolat en forme de lapin ou un truc comme ça et qu'on déplie le papier, bah ça fait un UV, quoi. Donc c'est une façon de voir le truc. Et ensuite on va peindre là-dessus, mais je sais pas à quel point maintenant, est-ce que c'est toujours ça on déplie, on peint directement sur quelque chose de plat, et à quel point il y a la partie peindre sur le volume qui rentre en jeu. Est-ce qu'il y a tout le temps l'UV qui est dans le process? Ou est-ce que des fois, tu as juste bah voilà, le bonhomme déjà tout modélisé et ensuite tu vas aller peindre directement dessus en volume, ce qui permet peut-être aussi de voir plus facilement et plus intuitivement les choses, parce que sur un UV, c'est quand même une technique particulière. Mm. Ouais, c'était une bonne image, le lapin. Ouais, ouais. Bah, il y a des logiciels où on n'a pas besoin d'avoir du V tout de suite pour faire de la texture, hein. Par exemple, dans ZBrush, qui est un logiciel plutôt de sculpt, modeling sculpt, on peut déjà avoir quelques couleurs sur un personnage qui n'a pas vraiment d'UV prédéfini. Après, en fait, on a besoin assez rapidement de coordonnées UV pour pouvoir utiliser les maps ensuite dans d'autres logiciels pour faire du shading et puis le lighting, tout ça. On peut s'amuser à peindre sur un personnage, par exemple dans Substance Painter, on ne voit pas forcément les UV, on peut choisir de peindre directement dans la vue 3D. euh, et c'est super agréable, mais en fait, on va quand même sortir des maps, donc il faut qu'elles soient en fait après bakées, qu'il y ait toutes les infos sur ces maps et les utiliser ensuite quand même. Oui. Donc les UV Et existent toujours. baker, c'est le fait de faire en sorte que encore une fois, si j'ai bien compris que je résume bien, de faire en sorte que la texture soit sur le perso et qu'elle soit pré-rendue quelque part, enfin qu'il n'y ait pas. C'est Enfin, un je sais que c'est pour l'animation ça, mais pour les textures, j'ai peut-être pas la bonne Par façon de le exemple, dire. je disais dans Substance, mais on peint sur le visage du personnage ou sur un objet, ensuite, quand on veut exporter, ça écrase tout le travail qui a été fait, Hmm. même dans la vue 3D, sur les UV, pour que ça sorte justement des maps. C'est une étape où on termine d'enregistrer toutes les infos dans ces maps. Je me demandais comment ça se passe au quotidien quand tu travailles au studio. Déjà, est-ce que tu travailles sur place au studio? Est-ce que tu travailles aussi de chez toi? Comment ça fonctionne là-dessus? Euh, Bah oui, je suis sur place. Quand j'ai accepté le poste, j'ai accepté de déménager également pour justement travailler en équipe parce que c'est quand même plus agréable Oui.
d'avoir des échanges avec les collègues, de découvrir le projet sur place. Après, comme il y a eu le Covid, qu'on connaît tous maintenant, il y a quand Hmm. même une possibilité de télétravail qui s'est ouverte, je pense, même dans beaucoup de studios. Donc, il y a accès, si besoin, au télétravail. Si quelqu'un veut travailler là-dedans en particulier, est-ce que tu as quelques conseils, on va dire, même si forcément c'est pas enfin c'est un peu la première production que tu fais, etc. Mais tu as forcément peut-être des trucs qui auraient pu t'aider, disons, dans la façon d'apprendre, etc. Des choses que tu comprends en faisant, sans forcément justement aller dans le détail exact de ce que tu fais là-bas, mais voilà, des petites choses comme ça qui t'ont aidé et qui pourraient aider d'autres gens. Bah, déjà, tu parles plutôt par rapport à se lancer dans la 3D, Bah vraiment par d'une rapport au manière, choix de... voilà, d'un truc général, quoi. Si on veut faire de la 3D et plus spécifiquement ça, est-ce qu'il y a des choses où maintenant que tu es en production, tu te dis, bah tiens, si j'avais su telle chose, tu vois, par exemple en anime, on m'a déjà parlé du côté organisation qui est vraiment très très important, qu'il faut planifier, faire des thumbnails pour avoir ses poses à l'avance, tu vois, des choses où en école on te l'apprend, mais pas forcément intensément, et c'est quand on a besoin que tu te dis, en fait, c'est important de savoir ça. À l'école, on nous a quand même beaucoup appris de choses. C'était tellement complet que c'est plutôt le côté humain qu'on apprend moins, en fait, c'est sur le tas. Ouais. Mais l'aspect technique et artistique, il est présent. Donc, en école, on voit beaucoup de choses là-dessus. Donc, c'est plus je dirais comme conseil, c'est d'être assez ouvert. Parce que des fois, on aime bien faire ses petits trucs, on aime bien faire son petit projet, mais en fait, c'est le côté travail en équipe et travail pour un projet en groupe Mm. où je me dis, oui, ça, c'est quelque chose qu'il aurait fallu peut-être un peu plus développer à l'école, se rendre compte assez rapidement qu'on travaille pas que pour soi et qu'en fait, tout ne tourne pas autour de son propre travail. C'est Ouais. surtout ça, d'apprendre à échanger, à communiquer avec les autres, à être patient. Mais après, ça, c'est l'école de la vie. Je sais pas trop à quel point on peut apprendre, à moins de faire beaucoup de projets en groupe. Peut-être que c'est ça qui m'a un peu manqué au début du cursus. On commence par des choses peut-être un peu trop, des exercices personnels. Après, il faut évoluer aussi, il faut avoir le temps d'évoluer techniquement pour pouvoir faire des choses en groupe. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter. Genre, par exemple, même en cours d'anglais, ne serait-ce que faire beaucoup de trucs en groupe, ça aide à casser un peu les égos, ça aide ouais, à bien s'entendre avec les gens. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un des trucs qu'on répète souvent dans ces discussions-là, c'est le côté humain, relationnel de justement travailler avec des équipes, avoir aussi la conscience de il y a des gens avant, il y a des gens après, pour aussi bien organiser en fait ces choses, parce que si toi tu reçois un modèle qui est pas correctement fait, correctement hiérarchisé ou je ne sais quoi au niveau de l'organisation, c'est compliqué, et si toi t'envoies un truc qui est pas assez ok au compo ou je ne sais quoi, enfin voilà quoi, il y a vraiment ce côté chaîne qui est important, et c'est à mon avis ce qui manque le plus si tu fais pas d'école. Parce que si tu fais pas d'école, Oui, tu peux avoir du réseau, etc. d'autres façons. Mais le projet de groupe, c'est un peu le truc, comment on dit ça, le stage quelque part de comment ça se passe en production. Même si en production c'est différent, les enjeux sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, ça, est-ce que tu as un truc, un ressenti par rapport à ça? Parce que je sais que c'est au début de la production sur laquelle tu es en train d'être. Mais en gros, la différence entre école et studio, certains m'ont dit que il y avait le côté en école, on est plus libre de faire des trucs différents, mais en même temps, il y a une pression qui est pas la même, parce qu'il y a un peu l'enjeu diplôme et tout. Alors qu'au boulot, on t'a choisi pour faire ce que tu dois faire. Tu vois, un peu ce côté-là, est-ce que tu as un ressenti particulier là-dessus, ce passage-là? ben, à l'école, c'est tellement particulier. C'est vrai ce que tu dis, on est très stressé aussi par le fait d'avoir son diplôme, de réussir son film pour trouver du boulot. Ouais. Donc, c'est pas exactement les mêmes enjeux. Et une fois qu'on a fini tout ça, on rentre enfin dans le milieu du travail et c'est quand même plus agréable. On sait qu'on est là parce qu'on a été choisi et on travaille en connaissance de cause. Donc après, on peut toujours aussi discuter avec ses supérieurs pour proposer des idées, hein. Les gens sont pas fermés, c'est ouvert à discussion. Après, quand quelque chose est prédéfini, on dit voilà, c'est ce style, c'est comme Mm. ça. On ne peut pas non plus imposer son idée. C'est sûr que
Sinon, il faut faire des projets personnels. Voilà, c'est ce que je me dis souvent, c'est que si je suis frustrée de quelque chose, ben allez hop, je me lance dans un projet à moi, qui cette fois-ci, du coup, je serai toute seule dessus, ou alors on peut aussi le faire entre amis, hein. Mais Mhm. c'est à ce moment-là où je vais prendre des décisions vraiment à moi. Donc ça, c'est un truc que tu fais d'ailleurs, de faire des projets en dehors, même je sais pas, de dessiner, de faire des projets de modé à toi. Est-ce que t'en fais ou est-ce que c'est juste vraiment tu fais ça au boulot et ensuite t'as pas vraiment de projet à toi sur le côté, ce qui est le cas de plein de gens qui se disent ben je m'épanouis sur le côté technique artistique au studio et après j'ai pas le besoin de faire autre chose. Alors, moi, j'ai plein de projets personnels qui sont en cours. Après, il faut pouvoir les finir, donc c'est surtout s'organiser. Parce Ouais. que bah, à l'école, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, à part pendant les vacances, et encore, on doit travailler, euh, payer aussi ses études ou autres. Donc, pas beaucoup de temps pour faire les projets perso. Ensuite, on travaille et c'est compliqué, mais de trouver du temps aussi. Mais je pense que quand on a envie, on peut le trouver. Après, il faut pas se mettre une pression monstre non plus. Mais moi, j'aime bien entretenir à côté, que ce soit du dessin, justement, de faire un peu de modélisation, de faire, en fait, de créer des images, quoi, Hmm. de A à Z. Ça aide à s'entraîner, à tester des nouvelles technologies aussi, des logiciels qu'on n'a pas l'habitude de tester. On peut aussi Ouais. apporter ça après dans les studios, dire, tiens, j'ai testé ça l'autre jour, ça marche super bien, est-ce qu'on pourrait pas l'intégrer? Euh, ça reste un entraînement, mais il faut que ce soit aussi pour le plaisir. Moi, je le vois comme un métier passion, donc la limite, elle s'arrête pas à j'ai fait mes 8 heures dans ma journée et après je quitte tout. Mentalement, il y a toujours quelque chose qui reste un peu même quand je regarde dehors, je fais quand même pas mal de photographie aussi. Je m'inspire toujours de choses pour plus tard. Je me fais des Ouais. banques d'images. Donc, le tout, c'est de trouver un peu l'équilibre avec la vie personnelle parce que à l'école, c'est quand même très très dense et je pense qu'en commençant dans le travail, il faut aussi accepter qu'on fasse pas tout le temps des devoirs. Ouais. Oui, c'est ça, c'est plus Voilà, il faut facile le d'avoir voir comme... la scission, hein. Hmm. Ouais, c'est ça. Ok, ben voilà, je sais pas si t'avais d'autres choses que tu voulais évoquer par rapport à ça. Il y a peut-être une question que j'avais, mais en gros, c'est là tu fais du surfacing pour du film, mais est-ce que ça Oui. t'a déjà intéressé ou est-ce que t'as déjà fait sur des petits projets ou quoi, sur du jeu vidéo? Est-ce qu'il y a des contraintes différentes, des choses comme ça? Je sais pas si t'as un petit peu de connaissances là-dessus. Alors là, effectivement, sur le film d'animation, c'est assez particulier parce que on, on a une qualité, on peut monter la qualité très haut et comme c'est du précalculé, euh, on peut se permettre peut-être plus de choses que dans le jeu vidéo qui, lui, doit tourner en temps réel. Ouais. Donc, je sais qu'en jeu vidéo, il faut quand même beaucoup optimiser son travail. Et ça m'intéresserait plus tard de travailler dedans justement pour avoir un peu plus de vision sur l'optimisation. On peut beaucoup apprendre du jeu vidéo pour ça. Donc, Bah, plus surtout, tard, ça doit je être, pense que dans les futurs travails, ouais, ça doit être assez je le ferai. particulier parce que le fait de faire de la texture pour du jeu vidéo, si un jeu est sur plusieurs plateformes, à la fois sur mobile, sur Switch et sur PC, j'imagine que la personne qui fait la texture, je sais pas à quel point c'est la même texture qui est ensuite dégradée, on va dire, pour aller sur quelque chose de plus faisable sur du portable et tout. Mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses comme ça, justement, et à découvrir qui pourraient être chouettes, quoi. Oui, c'est sûr. L'optimisation des maps se fait assez bien en jeu vidéo. On choisit la qualité qu'on veut rentrer dans le jeu, donc ça, c'est chouette. Merci d'avoir partagé tout ça. J'espère que ça a plu à ceux et celles qui ont regardé. Je mettrai un lien justement vers ton ArtStation et si tu as d'autres liens où tu postes des images ou quoi, je les mettrai. Et voilà, j'espère que ça a pu aider un petit peu à voir plus clair sur ce que c'est et justement donner envie de se renseigner aussi, parce que là, en 1 heure de temps, il y a juste quelques bribes sur les bases, mais avec les termes, etc., il y a moyen d'aller fouiller et d'apprendre tout ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est très large, alors oui, il y a de quoi chercher. C'est ça. Merci beaucoup de m'avoir invité à discuter autour de tout ça. Ah bah avec plaisir.